Et pour vous répondre, c'est un psychiatre et addictologue à l'hôpital de la Chartreuse à Dijon qui est avec nous, c'est le docteur Clément Guillet. Avant de s'intéresser précisément au tabac, Clément, qu'est-ce que c'est qu'une addiction? Une addiction, c'est la perte de liberté de ne pas consommer un produit. Donc c'est valable pour toutes les drogues, que ce soit l'alcool, que ce soit les opiacés, l'héroïne ou le tabac, qui est aussi une drogue légale. Et donc c'est le même phénomène pour le tabac. En clair, on devient accro. On devient complètement accro et on ne peut plus ne plus consommer. On va s'intéresser au tabac précisément avec un petit point en images et en couleurs. Regardez. Aujourd'hui, on parle de cigarettes, mais pas de celles en chocolat. Non, 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 on parle tabac, même si c'est tabou. De mémoire d'humain, c'est aux Indiens d'Amérique que l'on doit la feuille de tabac, qu'ils considéraient comme une plante très rare. Mais c'est le célèbre explorateur Christophe Colomb qui l'introduit en Espagne en 1492, en rentrant les poches pleines de graines de tabac. Entre l'Espagne et le Portugal, il n'y a qu'un pas. Et c'est donc l'ambassadeur de France à Lisbonne qui séduit les élites françaises avec de la nicotine. Il faudra tout de même attendre 1843 pour que la production de cigarettes voie le jour et que la consommation à travers le monde explose. Un peu comme nos poumons d'ailleurs. Et oui, le tabac tue. En fait, c'est même la première cause de mortalité dite évitable en France. Il est responsable de 90% des cancers du poumon et de 73 000 décès prématurés chaque année dans notre pays. Et pourtant, un Français sur 3 fume encore. Pour eux donc, et pour endiguer ce problème sanitaire, le gouvernement augmente le prix des paquets de cigarettes. Dans les années 90, un paquet coûtait 1,50 €, quand il en coûtera 10 € en 2020. Pour 2018, on estime à 11,8 milliards d'euros le montant attribué à l'assurance maladie via les recettes de tabac. Elles se partagent entre le fabricant et le vendeur, mais reviennent majoritairement à l'État et à la Sécu. Le serpent qui se mord la queue, quoi. Bon, mine de rien, ça marche. Depuis 2016, on compte 1,6 million de fumeurs en moins. Comme quoi, la hausse des prix, ça fait un tabac. Une réaction, Clément Guillet, sur ce que vous venez de voir? Oui, c'est très bien résumé. Beaucoup de gens mettent beaucoup d'argent pour essayer d'améliorer leur santé, etc. Avec l'arrêt du tabac, en fait, à la fois on améliore sa santé et en plus on gagne de l'argent. Donc je pense que c'est ça qu'il faut retenir, à mon avis, comme de votre présentation sur l'histoire du prix. Fred, est-ce que vous fumez? Oui, un petit peu. Un petit peu, ça veut dire quoi? De 2 à 5-6 cigarettes par jour. Ok, Jérémy? Je suis un ancien fumeur, mais sauf si l'apéro évidemment se prolonge un petit peu, dans ce cas-là, voilà, mais j'ai longtemps fumé, mais j'ai arrêté, oui. Bon, et là tout le monde se dit, est-ce que Pascal fume? Je ne fume pas, voilà, pour être très clair, moi j'ai jamais tenté la cigarette, mais bon, au-delà de ça, à partir de quand est-ce qu'on devient addict à la cigarette pour un spécialiste comme vous? Est-ce que 5-6 cigarettes comme Fred, ça y est, on est accro? C'est déjà une dépendance, oui, bien sûr. Et puis après, ce qui est assez dramatique avec la cigarette, c'est qu'on peut devenir très facilement et très rapidement accro. C'est un produit qui est très addictif. Et puis surtout, quand on est un ancien fumeur, on retombe plus facilement dans l'addiction, puisqu'en fait, on a nos chemins neuronaux de la récompense créés pour la nicotine qui sont déjà présents. Il suffit de reprendre quelques cigarettes pour retomber complètement dans l'addiction. Et je crois que c'est ce qui fait peur à beaucoup de gens, c'est la rechute. Il faut se dire qu'en fait, il ne faut pas se culpabiliser. La rechute, ça fait partie de l'addiction parce que c'est une maladie chronique. On est plus sensible au tabac lorsqu'on a été ancien fumeur. On est plus susceptible de rechuter. Mais chaque rechute, c'est juste un arrêt définitif qui est différé. C'est ça qu'il faut garder en tête. Est-ce que ça veut dire, docteur Clément Guillet, qu'on n'est pas tous égaux face au tabac, donc forcément à l'arrêt du tabac? Non, on n'est pas tous égaux face au tabac. Vous l'avez expliqué dans votre présentation. En fait, ce qui rend accro, c'est la nicotine. Et chacun a des récepteurs sur ses neurones à la nicotine qui vont déclencher des sensations de plaisir avec la dopamine, la sérotonine. On n'a pas tous le même nombre de récepteurs et donc du coup, on n'est pas tous aussi sensibles au tabac. Donc petit ou gros fumeur, on a les mêmes chances de réussite si on veut arrêter le tabac? Oui, alors on a il y a autant d'arrêts du tabac que de personnes différentes. En fait, il faut savoir que chacun a besoin de sa propre dose. On parle de drogue là finalement. Bien sûr, on a besoin de sa propre dose. Certains vont fumer beaucoup, d'autres avec quelques 5-6 cigarettes seront suffisants, mais aussi chacun a sa manière d'arrêter. Donc du coup, ça veut dire que chaque prise en charge de l'arrêt du tabac, elle doit être spécifique, elle doit être vraiment personnalisée. Alors justement, quand on parle de prise en charge, il y a des motivations qui sont différentes. On l'a vu là, on a beaucoup parlé d'argent. J'ai presque envie de vous dire, finalement, quand on est pauvre, on a plus de chances d'arrêter que quand on est riche? Alors malheureusement non, parce qu'en fait, on s'aperçoit que les pauvres en fait fument plus
que les riches. Et même les gens au chômage fument encore plus. Alors ça s'explique parce qu'en fait, l'addiction, c'est simple, c'est un contexte, un produit et une personne. Le produit, c'est la cigarette, très addictif, on en a parlé. La personne, quand on est déprimé, quand on est anxieux, c'est plus difficile d'arrêter. Et un contexte, quand on est dans un environnement où on fume beaucoup, où la pause cigarette au travail, c'est quasiment un rituel, tout l'entourage fume, dans ce cas, c'est plus difficile d'arrêter aussi. Fred, vous auriez envie d'arrêter? Ouais, franchement, oui. Je me suis arrêté pendant 20 ans et puis j'ai repris comme ça. Mais c'est vrai que des fois c'est un petit peu lourd, je trouve. Clément Guillet, quand vous êtes face à quelqu'un comme Fred, finalement, hein, ça représente beaucoup de personnes. On l'a vu aussi avec Jérémy, qui a arrêté, qui reprend, qui ceci, qui cela. Vous leur répondez quoi? Déjà, j'essaie de voir un peu ce qui s'est passé pour qu'il y ait une rechute, dans quel contexte ça s'est passé, et du coup, ça permet d'analyser pour prémunir et anticiper les futurs arrêts qu'on va faire, justement pour pas qu'ils soient fragiles. Si c'est dans un contexte de stress, pourquoi est-ce qu'il était stressé? Comment est-ce qu'il y a d'autres manières de gérer le stress que la cigarette? Si c'est des rituels, si c'est des habitudes, comment essayer de changer ces habitudes, de fonctionner sans, etc. Si c'est avec son compagnon, avec sa compagne, comment est-ce qu'on peut essayer d'arrêter à deux aussi. Donc, ça doit être personnalisé. Donc moi, je prendrai le temps justement d'essayer de disséquer ce qui s'est passé pour la rechute, essayer de voir comment on peut de nouveau, s'il est motivé, qu'on essaie ensemble d'arrêter de fumer, de ne pas retomber dans ces travers-là et d'éviter les futures rechutes. On l'a compris, hein, c'est une drogue. Ça veut dire que c'est difficile quand même de se sevrer. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont accros avec leurs patchs, avec leurs cigarettes électroniques, tout ça. Oui, c'est une drogue légale qui, comme vous l'avez montré, est la première cause de mortalité évitable. Je crois que c'est même plus que 73 000. Je crois que ça en approche les 80 000 maintenant de morts par an à cause de ça. Donc c'est vraiment une épidémie industrielle incroyable. Et donc du coup, oui, ce qu'on constate, c'est que c'est très très compliqué à arrêter puisque c'est disponible. C'est une drogue qui est disponible. C'est une drogue, si la société aujourd'hui change par rapport à ça, il y a 20-30 ans, c'était romantique de fumer, etc. Aujourd'hui, on voit quand même que c'est de la mort en paquet. Donc du coup, la société change un peu par rapport à ça, ce qui est plutôt positif. C'est-à-dire que les gens vont peut-être moins facilement commencer, plus facilement arrêter. Donc il y a l'image du tabac qui change, ça c'est plutôt bien. Mais l'addiction psychique et aussi physiologique, c'est-à-dire l'activation de ces neurones et de la nicotine, elle est très très forte. En tout cas, vous, c'est votre quotidien. On le disait, les motivations pour arrêter sont différentes. Ça peut être l'argent, ça peut être la famille, ça peut être aussi la santé, parce que retrouver le goût, l'odorat, je regarde Fred parce qu'il est cuisinier paysan, on va en parler d'ici quelques minutes. Je me dis, vous n'êtes pas affecté par cette cigarette, Frédéric? Si, complètement, oui, parce que je me dis, on fait du bio, on prône, j'allais venir, justement. On prône tout ça, toute la bonne santé, et puis de l'autre côté, Mais oui, vous avez raison, en fait. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'énergie et qui investissent beaucoup dans leur santé. Avec l'arrêt du tabac, c'est la première chose à faire. Vous parlez de votre métier de cuistot, de chef, et donc du coup, si on arrête de fumer, entre 48 et 72 heures, on retrouve le goût, on retrouve l'odorat. Donc ça peut déjà être des motivations à très court terme. Et après, il faut prendre, en fonction de chacun, quelle est la motivation. Ça peut être l'argent, ça peut être la santé, il peut y avoir un électrochoc autour de soi, qui va être les réactions de proches, qui peut être aussi la maladie aussi d'un proche, la maladie qu'on appréhende. Donc il y a plein de motivations différentes. Selon vous, quels sont les moyens finalement pour arrêter, docteur Clément Guillet, et puis pour éviter ces rechutes qui se produisent très souvent? Je pense que beaucoup de rechutes sont faites parce qu'on n'a pas été accompagné. Donc je pense qu'une des principales choses à faire, c'est d'en parler à son médecin, une consultation même spécifique pour ça, d'aller voir son généraliste et d'être capable de lui en parler. D'aller voir ou sinon un tabacologue, un addictologue, mais déjà d'en parler à son médecin, de se faire accompagner. La première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, ça peut être des consultations comme ça, répétées, régulières. C'est un investissement temps qui est gagnant. D'accord. Mais si on revient sur les premiers moyens d'arrêter, parce qu'avant de rechuter, il faut déjà arrêter. Oui, bien sûr. Les premiers moyens, donc ça peut être la prescription, à mon avis, de substituts nicotiniques, les patchs, les pastilles, etc. Qu'est-ce que vous pensez des cigarettes électroniques? Alors, on n'a pas assez de recul vraiment pour dire que c'est sans danger, etc. C'est pas cancérigène comme le tabac fumé. C'est différent, en tout cas. C'est beaucoup moins irritatif, en tout cas. C'est différent, ça permet d'arrêter le tabac. C'est déjà pas mal. Alors après, on garde l'addiction à la nicotine, parce que souvent, ce qu'il y a dans ces produits-là, c'est de la nicotine, qu'on peut plus ou moins doser, donc ça aussi, c'est intéressant. Et puis, on garde le geste. Donc ça, pareil, ça favoriserait le risque de rechute du tabac. Mais c'est très bien, c'est quand même On va écouter une question, mais juste avant, je vois Jérémy Demey qui hoche la tête depuis tout à l'heure sur la cigarette électronique. Vous voulez dire quelque chose? Excusez-moi, je pense à plein d'amis qui effectivement arrêtent la cigarette habituelle avec du tabac pour la cigarette électronique. Et maintenant, ils ont une cigarette greffée sur leur bouche, cigarette électronique, ils n'arrêtent pas de vapoter. Moi, on ne me fera pas croire que c'est
certainement moins dangereux que la dangereux. cigarette, je veux bien le croire, mais ça reste dangereux puisqu'il y a quand même de la combustion. Est-ce qu'on sait, oui ou non, si c'est dangereux ou pas la cigarette Est-ce qu'on électronique? a le recul nécessaire? Mais alors, on n'a pas assez de recul puisque c'est assez récent. C'est-à-dire que les études, en général, pour le tabac, on a mis déjà des dizaines et des dizaines d'années pour vraiment faire le lien, lutter Oui, mais contre là, il y le... avait des lobbies du tabac. On Exactement. peut comprendre que ça peut bloquer la recherche, mais là, est-ce qu'il n'y a pas des lobbies des cigarettes Bien sûr que électroniques? si, il y a Bien aussi sûr. des vendeurs de cigarettes électroniques. Par contre, Ils il y a sont de la suffisants recherche indépendante qui se fait. Après, comme c'est récent, c'est dans les années 2010, je dirais que ça a vraiment Ouais. débarqué Très sur le marché. récent, d'ailleurs. Et après, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas les mêmes substances cancérigènes que dans le tabac consumé. Mais tiens, justement, puisque vous me parlez de substances, je vous propose d'écouter la question de Mathieu, qui est dans Lyon, qui a eu la très bonne idée de nous poser cette interrogation. Regardez. Bonjour, je suis Mathieu et j'habite à Sens. Je voudrais savoir quels sont les effets indésirables des additifs présents dans la cigarette. Est-ce qu'il est envisagé de les arrêter? Alors, on parlait de lobby, des cigarettiers, etc. Bah oui, bah on est plein dans On le est sujet. en Donc, plein dedans, là. pour la question de Mathieu, je pense pour répondre, c'est pas à l'ordre du jour. C'est-à-dire que les additifs, c'est donc ces produits effectivement qui vont être cancérigènes et qui vont créer les 90% de cancer du poumon que vous avez montré. C'est pas du tout à l'ordre du jour de les arrêter, malgré ce que nous fait penser, ce que essaie de nous faire croire les lobbies du tabac en disant qu'on fait des cigarettes light, en disant la chicha c'est pas grave, etc. Donc on a plein de... Tout ça c'est du marketing, c'est faux. En 2 secondes, docteur Clément Guillet, on est en Bourgogne-Franche-Comté. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a plus de fumeurs chez nous qu'ailleurs? Alors il y a des différences entre les régions. Je dirais pas que notre région c'est celle qui fume le plus dans les derniers chiffres que j'avais vus. Après, on a quand même une région qui est représentative de la France où il y a beaucoup de fumeurs. Je vois plutôt des différences entre les générations, entre les classes socio-professionnelles. C'est plutôt ça que je vois.